Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Alors que plusieurs livres sur Christophe Colomb viennent de paraître, biographies, romans, essais critiques, Franck Ferrand a choisi de s'intéresser de près à ce grand navigateur. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Le vent du large souffle aujourd'hui dans ce studio. Alors pour les uns, Christophe Colomb est un génie, un visionnaire, un sage. Pour d'autres, c'est un imposteur, un mégalomane. Certains veulent même voir en lui un grand initié, un illuminé, voire un saint. Il est vrai que le personnage est entouré de mystères. Ses véritables origines ont fait débat il y a quelques années. On ne sait même pas précisément la date de sa naissance. Probablement en l'an 1451, autant dire à la toute fin du Moyen-Âge. En fait, c'est le nom de Colomb qui est surtout connu. Oui, depuis 2 siècles, on célèbre le Columbus Day chaque année, le 12 octobre, sur le continent américain, vous savez. Et Christophe Colomb est devenu le symbole de l'esprit d'aventure, de l'esprit d'entreprise. Mais ce qu'on ignore souvent, par exemple, c'est qu'il a traversé l'Atlantique non pas une, mais 4 fois, ou bien qu'il est rentré en Espagne à la fin de son 3e voyage, enchaîné dans la cale. On va voir tout ça. Alors, si vous avez un avis sur Christophe Colomb ou des questions à poser, contactez-nous sur le site d'Europe 1. Vous le connaissez, maintenant c'est europe1.fr. La Pinta, la Niña, la Santa Maria sont prêtes à larguer les amarres. À nous la grande traversée. h 30 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Elles sont là dans le port de Palos de Moguer, ces 3 caravelles, nous verrons que ce ne sont pas tout à fait du reste des caravelles. La Galega, qui a été rebaptisée Santa Maria, la Pinta, la Niña, il faut les imaginer avec tout leur gréement, vous savez, c'est somptueux, ces navires. Au grand mât flotte l'écu royal, écartelé de blanc et de rouge, avec château d'or et lion de gueule, c'est-à-dire tout rouge. Au mât de trinquet, un pavillon à queue d'aronde qui porte sur fond blanc la croix verte avec les initiales couronnées F et I de Ferdinand et d'Isabelle. On est dans ces ports d'Andalousie qui sentent si fort et le goudron et la vase, cette atmosphère à la fois iodée et venteuse qui promet de grandes traversées. Nous allons embarquer à côté du capitaine, nous allons embarquer aux côtés de Christophe Colomb sur ces 3 navires et traverser bientôt l'Atlantique. Un mot avant du contexte de tout ça. Je vous disais à l'instant que Colomb était probablement né en 1451, c'est-à-dire, c'est important d'avoir ça à l'esprit, 2 ans seulement avant la chute de Constantinople, qui marque symboliquement la fin du Moyen-Âge et dont les conséquences géopolitiques, si j'ose dire avec un léger anachronisme, sont énormes. La chute de Constantinople, ça veut dire l'extension et l'installation des Turcs sur toute la partie est du bassin méditerranéen, ce qui ferme une grande partie des routes des épices. On va donc devoir chercher d'autres débouchés, ou plus exactement d'autres arrivées. Et puis, ça va permettre un afflux de savants byzantins dans la péninsule italique notamment, d'où un bouillonnement culturel propice à ce qu'on va appeler la Renaissance. Dites-vous bien, par ailleurs, qu'à cette époque, la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre vient de s'achever, qu'elle a beaucoup appauvri l'Europe, qu'elle a provoqué une crise de numéraire, une crise sans précédent. Pour parler clairement, on manque d'or. Et l'obsession pour la génération qui va venir, ça va être d'en trouver de l'or. Vous saisissez l'apport majeur des Amériques dans cette histoire. Alors on n'en est pas encore tout à fait là, mais c'est bien dans ce climat que s'inscrit notre aventure. À l'époque, je vous le rappelle aussi à toutes fins utiles, l'idée même de l'existence d'un 4e continent n'effleure personne. Quand je dis que ça n'effleure personne, quelques initiés peut-être, chez les Portugais notamment, ou alors beaucoup plus au nord, chez les descendants des Vikings, là-haut en Islande, ont une idée de ce qui peut se passer tout à fait à l'ouest sur l'Atlantique, mais pour l'immense majorité des populations de l'époque, on n'en sait rien. Tout ce qu'on connaît vers l'ouest, c'est un océan redoutable et qui paraît s'étendre comme ça presque à l'infini. Or,
En cette fin de XVe siècle, les souverains espagnols, j'en ai dit un tout petit mot, Ferdinand d'Aragon, Isabelle la catholique, luttent pour reconquérir une péninsule ibérique qui a été, vous savez, depuis longtemps arabisée, islamisée. Nous parlerons dans quelques jours d'Al-Andalus et de cette civilisation arabe de l'Espagne, justement. La politique religieuse des souverains catholiques est extrêmement ferme, c'est le moins qu'on puisse dire, et comme souvent, ce sont les juifs qui en font les frais. C'est ce qui a été à l'origine d'une théorie dont je vous dirai un mot tout à l'heure. On a pensé dans les années 60, à la fin des années 60, que Christophe Colomb aurait pu être d'origine juive. On dit qu'il cite après tout l'Ancien Testament à tout bout de champ et que sa famille aurait été des juifs espagnols de Galice qui auraient trouvé refuge à Gênes. Aujourd'hui, cette thèse a fait long feu et l'on n'y croit plus tellement. Quoi qu'il en soit, Colomb n'aura de cesse par la suite de s'inventer toute une illustration familiale. Il y a quelque chose d'un peu hâbleur, voire d'un mythomane chez le personnage. Nous en parlerons tout à l'heure avec deux grands spécialistes dans la deuxième partie de cette émission. La psychologie de Christophe Colomb fait partie des aspects les plus intéressants finalement de toute cette histoire. Il va faire du reste un brillant mariage. Il épouse Filipa Muniz Perestrello, qui va mourir quelques années après son mariage. Elle est la fille d'un navigateur qui, lui, est très au fait de cette histoire des terres lointaines de l'Ouest. Et ça aussi, ça joue un rôle tout à fait important dans la carrière et dans l'ambition que se fixe Christophe Colomb. Alors, comment vous le décrire, le bonhomme ? On a quelques portraits de lui, certains sont apocryphes, d'autres plus crédibles. On le définirait comme quelqu'un de sain, d'assez moyen finalement, ni très grand ni très petit, ni beau ni laid. On sait que dès l'âge de 30 ans, il a les cheveux blancs. Il possède cette fossette au menton que ses portraits se plaisent à nous souligner. C'est un homme assez soigné, assez raffiné, qui est un végétarien avant l'heure et qui ne boit d'eau qu'adoucie de fleurs d'oranger. Ça donne, ce sont des détails, mais ça donne une idée du type de personnage auquel on a affaire. Au moral, cette douceur apparente ne fait que dissimuler un feu intérieur, une espèce de grandeur d'âme, une force de conviction qui me paraissent liées alors vraiment à une extraordinaire, à une implacable, à une légendaire foi en lui-même. Finalement, le secret de Colomb, c'est qu'il a une très haute idée de lui-même. Il sait ce qu'il vaut, il fixe ses prétentions, il n'en démord pas. Vous savez que la pensée est créatrice, eh bien lui, il a des rêves très forts. Nous verrons où s'alimentent ses rêves. Nous allons voir ce qui les nourrit. Eh bien, ces rêves, il les a littéralement traduits dans la réalité. Original du film de 1492. Alors, je vous dis que Christophe Colomb nourrit des rêves. C'est un poète, finalement, plus qu'un géomètre d'esprit. C'est un penseur plus qu'un érudit qui se forge des croyances et qui les entretient jusqu'à s'en faire de petits dogmes sur mesure. On peut dire que Colomb est un homme d'imagination et de fulgurance. Alors attention, ce n'est pas, même s'il est né donc au milieu du XVe siècle, ce n'est pas encore tout à fait un homme de cette nouvelle époque qu'on appellera plus tard la Renaissance. Colomb est littéralement pétri des sources du Moyen-Âge. C'est un homme qui a lu les antiques, évidemment, Aristote, Pythagore, mais qui surtout s'est baigné des mythes et des légendes du Moyen-Âge. J'allais dire, il a appris à lire, si l'on peut dire, dans l'Imago Mundi du père d'Ailly, de l'évêque de Cambrai, qui est paru à la toute fin du XIVe siècle. Il est quelqu'un de... Il correspond, par exemple, avec le Florentin Toscanelli, ce qui fait qu'il a des idées très précises sur la disposition des continents. Son beau-père l'a beaucoup initié à ces questions, évidemment. Il rêve à la possibilité de gagner Cipango, c'est-à-dire la Chine, par le Ponant, c'est-à-dire par les routes de l'Ouest. Vous savez faut pas oublier ça quand même. À l'époque, on sait très bien que la Terre est ronde. Martin Beheim a créé un globe terrestre qui rend tout à fait évidente l'idée qu'en traversant l'océan, on doit pouvoir gagner les Indes par l'Ouest. Cette conviction, Colomb l'a chevillée au corps et il va tenter de la transmettre à tous les grands de l'époque. D'abord aux souverains portugais.
portugais. C'est Jean III qui le reçoit à plusieurs reprises et qui du reste serait prêt à le suivre. Seulement, le souverain, le roi de Portugal, attend le résultat d'expéditions qu'il a lui-même lancées dans ce sens. Certains disent qu'il les a d'ailleurs lancées après avoir rencontré Christophe Colomb. En tout cas, tout ça, ces atermoiements ont le don de révulser notre héros. Finalement, Christophe Colomb va quitter le Portugal. Certains disent qu'il y a été quand même conduit par un certain nombre de dettes et d'affaires un peu louches. Nous verrons aussi tout à l'heure ce qu'on doit penser de cette question. Toujours est-il que qu'il ait eu ou non à maille à partir avec la justice lisboète, Christophe Colomb quitte le Portugal. Est-ce qu'il fuyait ou est-ce qu'il était attiré par la cour d'Espagne? Toujours est-il qu'on le retrouve à Palos de Moguer, donc en Andalousie, dans ce couvent franciscain de Santa Maria de la Rabida. Il va être très bien reçu par les bons pères. Il leur abandonne d'ailleurs, si je puis dire, son fils, Diego. Il gagne Cordoue, où ses talents de cartographe lui permettent pendant un certain temps de survivre. En attendant des jours meilleurs, il fait la rencontre d'une jeune femme avec laquelle il a une liaison et avec laquelle il a un deuxième enfant, Hernando. C'est très important, ce personnage d'Hernando, parce que c'est lui qui sera l'agiographe de son père. Il est le premier biographe de Christophe Colomb et celui qui, dès le début, très peu après la mort du navigateur, a contribué à déjà faire naître sa légende. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Un récit qui retrace aujourd'hui sur Europe 1 le parcours de Christophe Colomb. Christophe Colomb hanté, je suis en train de perdre ma voix tranquillement, mais enfin j'espère qu'on va aller jusqu'aux Amériques. On va vous servir du thé, tout va bien. Christophe Colomb hanté donc par un grand projet dont toutes les forces tendent à sa réalisation. En l'occurrence, l'obsession pour lui, c'est d'abord d'être admis à la cour de Ferdinand et d'Isabelle de Castille, des souverains espagnols. Il y parvient grâce à l'entremise de Pedro González de Mendoza, qui est cardinal d'Espagne et qui va donc l'introduire à la cour. Alors, les souverains espagnols ne reçoivent pas mal Christophe Colomb. Au contraire, simplement, ils nomment une commission et comme toujours, on a exactement la même chose du côté portugais. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on avait raconté à propos de Magellan, mais comme toujours, ces commissions sont composées de gens aux avis tranchés et très divergents. Elles discutent et en l'occurrence, elles vont discuter quand même pendant 5 ans. Donc, en attendant, Christophe Colomb, découragé, est retourné à la Rabida et c'est finalement le confesseur de la reine Isabelle, c'est Juan Pérez, qui va réussir à le rapprocher du couple souverain. On est au camp de Santa Fe, vraiment, là on est sous les murs de Grenade, dont on attend la chute d'un jour à l'autre. C'est à Noël 1491 que la deuxième, donc cette nouvelle rencontre a lieu. Vous voyez que Christophe Colomb est quand même né dans une époque riche en bouleversements. Hein. Il est présenté au souverain, représenté si je puis dire, à la fin de décembre 1491 et début janvier, c'est la chute de Grenade. Et dans l'ivresse de la victoire, finalement, on va accepter de faire confiance à Christophe Colomb. Oh, il s'en est vraiment fallu de peu. On raconte que c'est un écuyer qui est allé le récupérer alors qu'il était déjà reparti, dégoûté, découragé définitivement. Cet écuyer, envoyé par la reine, l'a intercepté au pont de Pinos, lui a fait faire demi-tour et finalement le 17 avril donc de cet an de grâce 1492 est signé à Santa Fe un contrat avec la couronne d'Espagne et cette fois Colomb va pouvoir mettre sur pied son grand projet. Il lui reste à trouver des vaisseaux, des capitaines, des équipages, tout ça ne va pas sans un grand nombre de difficultés, vous l'imaginez bien. Il va notamment s'appuyer sur les frères Pinson qui sont des armateurs de Palos et récupérer donc cette galega qu'il baptisera la Santa Maria. C'est une caraque, c'est-à-dire ces espèces de grands navires extrêmement bien pontés du reste et qui sont tout à fait armés pour la traversée malgré ce qu'on a pu en dire depuis. La galega, la Santa Maria si vous préférez, mesure presque 40 mètres de long tout de même. Ça fait des petits bateaux bien sûr pour aller affronter de telles traversées, mais enfin ce ne sont pas non plus
plus, des coques de noix. Et puis la pinta, c'est-à-dire la fardée, si vous voulez, et la niña, la petite, la mignonne. Tout ça assez rudimentaire, hein. Néanmoins, vous avez en tout et pour tout deux châteaux, un château de proue, un château de poupe, et c'est-à-dire très peu d'habitacles, si l'on peut dire. Et puis dans la double cabine, on loge l'amiral et son capitaine. Et quant à l'équipage, il dort à plat pont, hein. Tout ça est quand même assez rudimentaire. On n'a même pas encore le hamac qui va nous venir des Amériques, bien entendu. Avant même d'arriver aux Canaries, Christophe Colomb a opté pour le gréement de nef, c'est-à-dire qu'il a de grandes voiles carrés qui vont lui permettre de profiter de vent. Alors là, ça c'est très intéressant parce que c'est là qu'intervient tout le travail qu'il a pu faire en amont et notamment ses correspondances qu'il a eues avec un certain nombre de grands géographes de son temps et qui lui ont donné plus qu'une intuition, l'indication qu'il faut qu'il tire assez au sud pour profiter des vents d'est qui parcourent le sud de l'Atlantique et qu'en revanche, pour rentrer, il faut passer plus au nord pour profiter de vents d'ouest. Le 2 août 1492, les navires appareillent, donc on part de Palos de Moguer, on fera escale aux Canaries, et puis le 6 septembre, ça y est, cette fois, c'est la traversée, et on part pour une traversée, on se lance dans l'océan sans savoir combien il mesure. Et d'ailleurs, Christophe Colomb, nous parlerons de ça aussi tout à l'heure si on a le temps, parce que à force de dire on en parlera tout à l'heure, finalement je me dis qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout dire, mais en tout cas, Christophe Colomb était convaincu que l'océan Atlantique était beaucoup moins large qu'il ne l'est en réalité. Alors évidemment, il a fait de grosses provisions à bord. Il y a du maïs, de la graisse bien sûr, du poisson, du cochon salé, des raisins secs, des farines à biscuits. On a mis de l'eau dans des espèces de caques, de grandes barriques, si vous voulez. On ne donne d'ailleurs l'eau qu'à ration très comptée à l'équipage et on s'en va comme ça à l'aventure. Cette traversée est devenue totalement légendaire, bien entendu. Elle aura été, c'est incontestable, riche en découvertes, en innovations de toutes sortes. Et la première surprise, c'est l'observation quotidienne des boussoles embarquées sur les trois navires. Vous savez que le nord, il y a toujours un décalage entre le nord géographique pur et puis le nord magnétique tel qu'indiqué sur les boussoles. Et là, on se rend compte, Christophe Colomb est le premier à constater le phénomène dit de la déclinaison magnétique, c'est-à-dire que plus on avance et moins la boussole est précise, enfin plus exactement, plus elle indique une direction nord-ouest. Heureusement, en faveur de Christophe Colomb vont jouer les vents alizés. Vous savez, les vents alizés chers à José Maria de Heredia qui permettent une traversée assez rapide grâce notamment, je vous ai dit, à ces routes assez méridionales. Je passe sur des souffrances, sur des attentes, sur des craintes. Rappelez-vous le Christophe Colomb de Claudel, hein, l'équipage qui finit par ne plus avoir confiance dans son capitaine. Et puis, le 11 octobre 1492, Colomb aurait le premier aperçu une lueur dans la nuit, une lueur trahissant un rivage, évidemment. En vérité, cette version est sans doute apocryphe et destinée à justifier après coup la captation par l'amiral de la prime promise par les souverains aux premiers marins qui apercevraient une terre à l'ouest, une prime qui en toute logique aurait dû revenir sans doute au gabier qui, quelques heures plus tard, au petit matin du 12 octobre, a le premier crié « Terre !» Terre en vue, ce n'est pas vraiment le 4e continent qui vient d'être découvert. Pour le moment, c'est une île des Bahamas. Il n'empêche, le Nouveau Monde, sans qu'on le sache encore, vient de sortir des limbes. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est un personnage entouré de mystères qui est à l'honneur sur Europe 1 aujourd'hui, le navigateur Christophe Colomb. Alors Christophe Colomb est donc arrivé le fameux 12 octobre 1492, ce qui fait que évidemment depuis 2 siècles maintenant, cette date du 12 octobre est devenue le Columbus Day sur la quasi-totalité du continent américain. C'est le jour de la découverte. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On sait que c'est Pinzon l'aîné qui à bord de la Pinta est allé découvrir une île nouvelle qu'on va baptiser aussitôt Hispaniola. Elle deviendra Haïti, vous savez. Vous connaissez cet épisode
épisode, Marc Menand nous l'a raconté ici, la nuit de Noël, Christophe Colomb qui est allé probablement s'assoupir, a confié la Santa Maria à un de ses marins qui va faire échouer le navire, et c'est avec les restes, avec le navire même, qu'on va créer la toute première ville d'Haïti, Novidad. Finalement, Christophe Colomb rentrera sur la Niña. Inutile de vous dire que ce retour de Colomb à Palos de Moguer est celui d'un découvreur. Officiellement, on a découvert des îles qui sont les premières, les îles avancées des Indes. Donc c'est un triomphe, bien entendu. Le cortège est impressionnant. Au milieu de ce cortège, on voit en tenue franciscaine, précédé d'Indiens nus, on voit avancer Christophe Colomb, à qui l'on fait un triomphe. Et à Barcelone, la reine lui réserve de grands honneurs. Il n'a, lui, de son côté, qu'une seule idée, c'est repartir. Et le 25 septembre 1493, le désormais très célèbre Christophe Colomb embarque pour sa deuxième expédition avec 17 navires cette fois. Oui, là, bien sûr, on y croit maintenant. 1500 hommes d'équipage environ, des moyens beaucoup plus considérables en tout genre. Et puis, la bénédiction du pape. Vous voyez que cette fois, ça y est, tout le monde, l'Europe entière a les yeux braqués sur Christophe Colomb. Du reste, un certain nombre de grands d'Espagne ont supplié le capitaine de prendre avec lui leur fils aîné. On va découvrir au cours de cette deuxième expédition la Dominique, ainsi appelée parce qu'on l'a découverte un dimanche, la Guadeloupe, Porto Rico, etc. Alors tout ça c'est bien beau, mais n'oublions pas qu'on était parti chercher de l'or et qu'on revient avec avec des balles de coton, des perroquets, etc. La déception est à la mesure des rêves suscités, et pour le Señor Colombo, l'heure des comptes a sonné, et avec elle, celle des premières difficultés politiques. Vous savez, quand un État est déçu, ça c'est systématique à toute époque et dans toute culture, il vous colle généralement dans les griffes de son administration. Et en l'occurrence, l'administration espagnole compétente, c'est le fameux Office des Indes, sous la terrible férule de Don Juan Rodríguez de Fonseca. C'est lui qui va, si vous me passez l'expression, désormais mettre des bâtons dans les roues du carrosse colombien. Comme devait l'écrire non sans humour le fameux commandant Charcot, Colomb fit plus que découvrir le nouveau continent, il repartit en 1498 malgré les bureaux. Et lors de ce troisième périple, car il y a une troisième expédition, Christophe Colomb va pousser cette fois jusqu'au continent. Il va explorer le golfe de Paria, il va identifier même le Gulf Stream avant de repartir vers Hispaniola. Et là, les choses se gâtent. On constate des troubles, il y a des révoltes indigènes qui sont sévèrement matées. Un tiers de la population environ est décimée. L'autorité de Colomb est contestée, même chez ses propres lieutenants. Il faut dire qu'il est absolument intraitable, et notamment on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas aux Indes. On est incontestablement aux Indes. La couronne d'Espagne s'inquiète tout de même. Elle est au courant des exactions supposées de cet incontrôlable Christophe Colomb, et elle lui envoie en inspection un grand d'Espagne, Francisco Bobadilla, qui est muni de l'autorité suprême. Or, à peine débarqué, Bobadilla est accueilli par une forêt de pendus. Ça donne tout de suite vous voyez le ton est donné déjà. Il se rend compte que la cruauté, l'arbitraire sont au pouvoir. Il arrête donc Colomb, le met au fer, et il est embarqué sur un navire direction la métropole, direction l'Espagne. Alors, évidemment, quand il est reçu en Espagne, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas du tout le même accueil que lors des fois précédentes, et la reine d'Espagne elle-même est particulièrement embarrassée par ce qui se passe. D'Evangélis sur Europe 1, puisque nous parlons de Christophe Colomb, Franck. Christophe Colomb, l'amiral des océans, mais là qui est rentré quand même assez penaud et enchaîné en Espagne. Il est néanmoins libéré sur ordre de la souveraine, reçu à l'Alhambra. Bobadilla, qui l'avait donc arrêté, sera destitué. Mais tout de même, Fonseca, avec toute son armée de bureaucrates, si je puis dire, va tenir respectueusement mais patiemment tête au souverain.
souverain. Et l'on va voir les affaires de Christophe Colomb devenir de plus en plus difficiles. La 4e et dernière expédition de l'amiral des océans est la plus étonnante de toutes. Ça, c'est un véritable récit d'aventure vécue. Ça, c'est au-delà de ce que l'imagination peut concevoir. Colomb avait compris que ses découvertes antérieures ne l'avaient pas amené en Asie. Enfin, on peut imaginer en tout cas qu'il commençait à se douter de quelque chose. Il voyait bien qu'une barrière le séparait, mais le séparait de quoi ? De ce que lui continuait à croire être, évidemment, les Indes. Alors il arrive aux Antilles, il se dirige à l'ouest, là il rencontre le continent, mais il n'en est pas conscient. Et il est à 2 pas du Mexique à ce moment-là, il est à 2 pas de l'or des Aztèques, mais il ne le sait pas, il reprend la mer et finalement il cherche toujours ce passage, il croit lui chercher une sorte de trouée, ça rappelle Magellan d'ailleurs, plutôt ça le préfigure, il cherche le passage vers les Indes précisément, vers la fortune, vers l'or des Indes qu'il avait tant promis à la couronne espagnole et finalement ça, il ne le trouvera pas. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. – 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Avec une émission consacrée cet après-midi sur Europe 1 aux nombreux mystères qui entourent le navigateur Christophe Colomb. Pour en parler, 2 grands spécialistes sont avec nous, les historiens Patrick Girard et Denis Crouzet. Franck. Et oui, donc Denis Crouzet, auteur de Christophe Colomb, héros de l'Apocalypse, qui est une biographie Payot parue au moment de l'anniversaire, c'était en 2006, au moment donc du 5e centenaire. Et puis Patrick Girard, Christophe Colomb, le voyageur de l'infini, ça c'est un roman publié aux éditions numéro 1. Vous dites beaucoup de mystères, Julia, oui, et beaucoup de questions. Alors d'abord, une qui revient un très grand nombre de fois, puisque j'ai eu le malheur de dire qu'il y avait effectivement du maïs dans les provisions de Christophe Colomb. Alors oui. Ça c'était peut-être vrai pour la 3 ou la 4e expédition, mais sûrement pas pour la première par définition. Donc certains auditeurs ne manquent pas d'humour, il y a même Lionel qui me dit, et pourquoi pas des tomates et des pommes de terre. Merci de corriger. Il ne pouvait pas y avoir de maïs à une époque où on ne le connaissait pas du tout en Occident. Bon, alors cette chose, mis à part cette question, cette rectification faite, effectivement, on a pas mal de questions qui se posent, notamment alors sur les origines. On va peut-être régler tout de suite cette question sur les origines de Christophe Colomb. C'est notamment Javito qui nous dit, je suis en train de vous écouter, etc. Je suis originaire de Majorque. Là-bas, nous sommes un petit groupe de familles appelées les Huetas. Ce sont des familles converties au christianisme lors des conversions forcées. Et on nous apprend depuis toujours que les parents de Christophe Colomb étaient des nôtres. Je suis très surpris d'entendre parler de Galice alors que je m'attendais à ce que vous révéliez qu'il était en fait un Hueta de Majorque. En fait, cette thèse selon laquelle Christophe Colomb serait originaire d'une famille juive convertie est profondément remise en cause. Maintenant, on n'y croit plus tellement, Denis Crouzet. Non, on n'y croit plus. On pense que Colomb, sa famille est originaire plutôt de Lombardie et s'est installée d'abord à Gênes, puis à l'occasion probablement de problèmes politiques dans la cité, s'est replié sur Savone où le père exerçait le métier de tisserand. Enfin, il était bien génois, si je puis dire. Génois, oui. Avec ensuite un investissement personnel dans les activités génoises type, c'est-à-dire le commerce et la mer. Eric nous dit, c'est une autre question, c'est un autre aspect. Je voudrais qu'on règle un peu tout ça avant d'entrer dans le détail de la personnalité même et de la psychologie du personnage. Il nous dit, il est maintenant prouvé scientifiquement, archéologiquement que Christophe Colomb n'a fait que redécouvrir les Amériques. Alors là, ça fait allusion à 2 aspects. D'abord, à la découverte du continent nord-américain par les Vikings, tout de même. Ça maintenant, c'est vrai que c'est incontesté. Patrick Girard.
Oui, on sait que les Vikings sont allés jusqu'à Terre-Neuve et puis au Labrador. Et donc c'est vrai que parler de découverte de l'Amérique aujourd'hui est considéré comme faisant preuve d'un fâcheux ethnocentrisme et européocentrisme. Puisque on ne parle pas d'une découverte de l'Europe, mais on parle d'une découverte de l'Amérique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, Colomb apparaît comme un homme qui est allé sur les traces d'autres qui avaient auparavant franchi l'océan. Et alors ça c'est pour les Vikings. On parle aussi des Phéniciens et du fameux royaume légendaire de Thulé. Oui, on parle des Phéniciens, des Égyptiens même. Des Égyptiens, vous savez, il y a eu. Je crois que le problème de l'Amérique et le problème des voyages vers le Nouveau Monde a suscité toute une série de légendes au cours des siècles, des légendes qui avaient le plus souvent d'ailleurs un but politique, parce qu'il s'agissait de justifier les droits de tel peuple ou de tel autre peuple sur les terres nouvellement découvertes. Mais ce qui est certain, en revanche, c'est que Christophe Colomb disposait bien d'un certain nombre d'éléments et d'informations. Il n'est pas parti, contrairement à cette image un peu d'Épinal, de l'homme qui s'en va totalement à l'aventure. Il partait vers un grand ouest dont il commençait à deviner les contours géographiques. Il était allé en Islande, notamment, il avait eu des rapports avec un certain nombre de savants de là-bas. Il aurait été jusqu'à Thulé, à Thulé, la mythique Thulé, qu'on identifie comme étant l'Islande, mais surtout, il avait recueilli, semble-t-il, toute une série d'indices qui étaient portés par des marins, des navigateurs, comme quoi on avait vu arriver des poutres venant de l'ouest qui s'étaient échouées sur les rivages de Porto Santo, de Madère par exemple, oui aussi que l'on voyait, on avait vu des navigateurs au large vers l'ouest, une terre, et aussi que des cadavres avaient été trouvés sur une plage avec des visages que l'on ne connaissait pas. Donc il a recueilli ceci, mais surtout... On parle aussi toujours de cette histoire, moi j'entends parler de ça depuis que je suis petit, mais réglons ces questions-là puisque c'est le jour pour le faire, de nicotine, de la présence de tabac même dans les tombes égyptiennes par exemple. Oui, là je pense que c'est quand même légèrement exagéré. La nicotine n'est intervenue que beaucoup plus tard. L'herbe à pétain, chère au médecin du roi français, le médecin Thévet, donc oui, bien sûr. C'est venu beaucoup plus tard, hein, donc non. Non, mais donc en Égypte, on n'a pas de traces de nicotine, c'est une légende. Non. Simplement, on a effectivement assimilé, par exemple, l'Amérique à la mythique Ophir du roi Salomon. Et alors, on spéculait sur le fait que Pérou était l'anagramme d'Ophir, vous voyez. Alors, juste encore, je vous promets que c'est la dernière question un peu iconoclaste de ce genre, mais Marie-France, qui nous entend dire qu'il était bien d'origine génoise, nous dit « Je m'étonne beaucoup, moi j'habite donc à Barcelone ». Où Christophe Colomb fait l'objet d'un véritable culte. On le voit sur une statue, le doigt pointé vers la mer, et il se dit chez nous donc qu'il serait d'origine catalane, Denis Crouzet. Alors si on se promène en Méditerranée, je vais laisser... Colomb a un don d'ubiquité. Il est né à Mytilène, à Malte, à Calvi, où il y a une maison, vous le disiez tout à l'heure, et l'on peut continuer. Il y a une sorte de concurrence. Quand le mythe Colomb était celui qui avait commencé une nouvelle ère, une concurrence entre les pays pour posséder les origines de Colomb. Donc finalement, on se rend compte que tous ces énormes mystères, toutes ces énigmes qu'on a créées sur la biographie du personnage ne sont pas les bonnes en quelque sorte. Le mystère de Christophe Colomb est ailleurs. Nous allons essayer dans les minutes qui viennent de voir où il faut aller le dénicher. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nouvel extrait du film 1492, une musique signée Vangelis, Franck. Vangelis 1492, donc cette découverte du continent américain par Christophe Colomb. Alors, remise en cause constamment, on a bien compris, et je pense que maintenant c'est assez clair, nous avons bien compris que Christophe Colomb a découvert toutes les îles au large, à l'est de ce continent, que lui-même a peut-être quand même mis un pied sur le continent, semble-t-il, en 1503, en fait, Patrick Girard.
Oui, effectivement, il aurait mis un pied sur le continent mais sans avoir il pensait que c'était une île, lui, en fait. Il pensait que c'était une île et il restait toujours dans son idée qu'il était parvenu aux Indes et qu'il allait bientôt toucher soit à Cipango, soit au mythique royaume du prêtre Jean. Alors, je dis qu'il était mort en 1506. Ses restes ont été un temps ensevelis à Valladolid et puis ils seront envoyés à Saint-Domingue, où la France, qui prend possession de l'île, ou reprend possession en 1795, les rétrocède à l'Espagne. Donc, ils passent leur temps à traverser l'Atlantique. Finalement, on pourra dire que Christophe Colomb aura continué à faire des traversées transatlantiques après sa mort. Finalement, l'Espagne les dépose à Cuba en attendant donc cet ultime rapatriement jusqu'à Séville. Alors, on émet des doutes, évidemment, là encore, sur l'authenticité des restes de Christophe Colomb. Ça fait partie, là aussi, des petits mystères qui entourent le personnage. Je ne peux pas mieux dire qu'il y a, à mon avis, deux personnages comme ça dans l'histoire dont la vie est tissée d'énigmes. C'est Jeanne d'Arc et c'est Christophe Colomb. Et comme par hasard, l'un et l'autre sont de très grands symboles et des personnages quasi légendaires, ou en tout cas entrés de leur vivant dans la légende, comme par hasard. Ils sont entrés de leur vivant dans la légende, mais une légende qui s'est modifiée au cours des siècles, car les vertus que l'on prête à telle époque à Colombe deviennent ensuite des défauts. Aujourd'hui, par exemple, il est le symbole d'un certain colonialisme, alors qu'auparavant, il était présenté comme l'homme qui était le porteur de la civilisation et celui qui a apporté le christianisme aux Indes occidentales. Puisque vous évoquez sa postérité, est-ce que la célébrité extraordinaire de Christophe Colomb existe de tout temps, ou est-ce qu'on a exhumé le personnage à une époque ou à une autre? Je pense tout simplement au début du 19e siècle et à la vogue de romans populaires dont Christophe Colomb était le héros dans les années 1830-1840. Est-ce qu'avant ça, mais au 17e, au 18e, on parlait de lui et on avait une certaine révérence pour le navigateur? Alors on parlait de lui, on avait une révérence pour le navigateur, mais il est vrai que la vogue des romans populaires au début du 19e, elle est liée d'une part à la publication de sa première biographie sérieuse, scientifique, par Washington Irving, un romancier américain populaire. Qui avait fait un long voyage en Espagne. Et puis elle est liée aussi à l'utilisation politique de Colombe. C'est ainsi que, par exemple, Colombe, si on parle de l'origine juive de Colombe dans certains cercles espagnols, c'est parce que l'historiographie libérale espagnole fait de l'origine juive de Colombe la preuve que l'Espagne a bien eu tort d'expulser ses juifs et ses morisques. Ça fait partie du débat politique espagnol et non pas d'un débat sur la réalité même de Colombe. Alors l'ironie suprême de ce destin hors norme, c'est que finalement Christophe Colomb n'aura pas laissé son nom au continent américain, puisque c'est Amerigo Vespucci qui va le faire. On est là très peu de temps après la mort de Colomb, puisque c'est en 1507, au moment où sont publiées en Lorraine les premières cartes de ce qui désormais va se révéler être le Nouveau Monde, le 4e continent, par le jeune géographe Martin Waldseemüller. C'est à ce moment-là que le nom du Florentin Amerigo Vespucci est choisi plutôt que celui de Christophe Colomb, parce que tout simplement, on a oublié, et il vient de mourir il y a un an, Christophe Colomb, mais on a oublié que c'est lui qui a le premier ouvert la voie, et on ne parle plus que d'Amerigo Vespucci, donc Amerigo America, on va appeler ce continent l'Amérique. C'est un paradoxe, ça, Denis Crouzet. Cela tient à la circulation de petites plaquettes racontant les voyages qui se faisaient, et la plaquette qui a servi d'inspiration à Waldseemüller, c'était un récit de cette petite expédition de Vespucci, et ensuite l'histoire s'est fixée, le nom. En fait, après tout, on peut dire que Christophe Colomb a été un peu puni d'avoir toujours cru ou voulu croire découvrir des îles indiennes. Pour lui, c'était bien l'Asie qu'il avait touché et non pas un continent inconnu. Et désespérément, durant tout son 4e voyage, où il longe les côtes depuis le Honduras jusqu'au Panama, il est à la recherche de ce qu'il
penserait devoir être le détroit de Malacca, qui lui permettrait de faire retour par la voie, en continuant vers l'ouest, et il se résout désespérément à un moment à installer sur ce littoral une colonie de peuplement qu'il va appeler Bélem, c'est-à-dire Bethléem, la ville où est né le Christ. Ça, c'est la dimension quasi mystique du personnage à laquelle nous allons venir dans un instant. Et il y a aussi une dimension foncièrement poétique quelque part. On peut dire qu'il était baigné de ses lectures, le devisement du monde de Marco Polo, l'Imago Mundi, etc. Il était avant tout un homme du Moyen-Âge. Vous en faites-vous un personnage chevaleresque, Patrick Girard ? Oui, parce que c'est une idée qui m'était été suggérée par un autre grand voyageur, Chateaubriand, qui dans son itinéraire de Paris à Jérusalem s'interrogeait sur la question suivante: il n'y a plus de chevaliers parce qu'il n'y a plus de croisades. Or, je crois que Christophe Colomb a été très marqué à la fois par l'idée de croisade et par l'idée de chevalerie, et que la liaison entre chevalerie et croisade l'ont progressivement amené à s'intéresser à ces ailleurs lointains vers lesquels il pensait arriver. Et ces ailleurs, en quelque sorte, l'habitait littéralement. Il y avait chez lui pas seulement une ambition matérielle, hein. On est bien dans le domaine du rêve et même de l'ambition spirituelle. C'est l'ambition spirituelle qui guide Colomb, et surtout le fait que pour lui, découvrir les richesses de Cipango, c'est de la Chine donc, hein. C'est assurer le financement de la croisade, de la reconquête de Jérusalem, qui est alors aux mains du grand Turc, et c'est vers cet objectif qu'il tend essentiellement. Cipango, c'est la Chine ou le Japon d'ailleurs? C'est le Japon, c'est le Japon en fait. plutôt, hein. Le Katai étant la Chine. Oui. Si je peux juste Denis rajouter, Crouzet. l'écriture de Colomb elle-même est une écriture poétique parfois, dans laquelle il s'attarde à décrire cette nature nouvelle qui s'offre à lui avec des espèces végétales inconnues, avec une lumière différente, des poissons, aussi. des populations. Et la poésie reflète cette conscience qu'il a d'être un émissaire de Dieu. Ce qu'il glorifie dans cette beauté du monde qu'il voit, c'est la toute-puissance divine. Il y a surtout lors du premier voyage, lorsqu'il arrive à San Salvador, l'île Guanahani, il est fasciné par ce qu'il voit, et il cherche à traduire cette beauté, parce que c'est Dieu qui montre la voie en quelque sorte aux hommes, qui leur donne un indice de ce que ils vont aller vers l'accomplissement des temps. J'aimerais qu'on revienne juste après la publicité sur un aspect quand même moins poétique et moins beau. C'est la violence du régime qu'il institue et la dureté de tout ce qui se passe autour de lui. On y vient dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Les historiens Patrick Girard et Denis Crouzet percent à jour pour nous les mystères qui entourent Christophe Colomb, et visiblement ça fait extrêmement réagir, Patrick. Je suis en train de me noyer au milieu de tous les messages. Alors bon, je les prends un peu au hasard et comme ils viennent. Alors un mot juste de cette, mais ça nous en parlerons à un autre moment. Cette expédition chinoise de 1420, c'est le livre de Menzies, hein, qui a fait tant de bruit il y a 2 ans maintenant. Patrick Girard. Oui, car au même moment où les Européens songent à l'élargissement du monde plein, les Chinois également y songent, et un amiral, un eunuque de la cour impériale chinoise lance une immense fleuve qui arrive jusqu'aux côtes d'Afrique et qui se serait arrêté à la hauteur de Zanzibar. Alors on peut imaginer peut-être le franchissement éventuel du cap de Bonne-Espérance par cette flotte. En tous les cas, cela montre que l'idée que le monde n'était pas plein, n'était pas fini, trottait à l'époque. Voilà, exactement. Je descends, nous dit Liliane, de la famille de Christophe Colomb, nous la félicitons, et je puis vous assurer qu'il est bien de Gênes, en Italie. La famille Marabotto est d'ailleurs ici, etc., dit-elle, et donc voilà, c'est une confirmation familiale cette fois-ci. Bon, je ne peux pas poser toutes les questions, mais justement, la même Liliane nous dit « Je ne suis pas fier de tous les massacres qui ont été faits dans les Amériques. C'est une part peu glorieuse de notre histoire. » C'est vrai que c'est un peu la vision que nous avons aujourd'hui de Christophe Colomb. Ça aurait été très différent il y a 50 ou 100 ans, évidemment. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cet aspect, et notamment de ces violences qui se déroulent au moment essentiellement de la 3e expédition de Denis Crouzet. La 2e et de la 3e. La 2e aussi, oui. Premier voyage, une nature édénique, des Indiens. Tout va bien.
adamite, comme on dit. Tout va bien, il laisse une garnison et il repart. Deuxième voyage, les premières îles qu'il aborde sont peuplées de populations qui pratiqueraient le cannibalisme. Et surtout, la garnison qu'il a laissée à la Navidad a été massacrée. D'où un retournement chez Colomb de sa vision utopique. Il pense que tous ces Indiens vont aller vers le christianisme comme naturellement. Ils sont comme une feuille blanche sur laquelle on va écrire Dieu. Il les voit désormais comme habités par une barbarie et la nécessité de les contraindre à respecter certains critères de la foi, mais aussi les contraindre à travailler parce que il répartit rapidement les terres entre les Espagnols qui l'ont accompagné. Résistance, massacre, famine organisée par une politique de la terre brûlée. On a des chiffres absolument effrayants pour la Hispaniola, peuplée peut-être de 3 millions d'habitants. Hispaniola, pour ceux qui prendraient en cours, je rappelle, c'est Haïti aujourd'hui. Hein. Haïti qui vient du Taïnos Haïti. Haïti et Saint-Domingue, bien sûr. Voilà. On a des chiffres 3 voire 5 millions d'habitants. Vers 1560, il reste 800 de ces Indiens parce que il y a eu la violence, la guerre menée contre les tribus. Et aussi une politique de travail forcé auquel les Indiens préféraient se laisser mourir parce qu'il y avait aussi, comme il va y avoir dans l'Empire aztèque, des prophéties annonçant que le monde allait se terminer. Mais justement, Christophe Colomb, est convaincu, lui, de vivre cette sorte de fin du monde, en fait. Ça, à la fin du XVe siècle, la croyance commune est que le monde est sur sa fin. Et Colomb, qui est nourri de prophéties bibliques, croit... Il baigne au milieu de tous ces écrits. De tous les écrits. Il se prend à la fois pour un nouveau David, un nouveau Isaïe, et il se voit comme le guide qui doit mener le peuple de Dieu vers l'accomplissement des temps, c'est-à-dire la libération de Jérusalem et le règne du Christ pour l'éternité. Mais avant que ce règne advienne, il faut détruire tout ce qui s'oppose à ce règne. Et c'est pour cela qu'il y a non seulement les guerres contre les Indiens, la politique de destruction des structures tribales indiennes, mais aussi les guerres intra-espagnoles. C'est un personnage d'une violence intense parce que il est un fou de Dieu. Héros de l'Apocalypse, comme vous l'avez baptisé. Il y a un aspect, il ne faut pas se le cacher, moderne chez lui, au sens qu'il préfigure un peu les guerres de religion du XVIe siècle. Il est en lutte contre le mal. Merci beaucoup, Denis Crouzet. Je rappelle le titre de votre biographie chez Payot, Christophe Colomb, tout simplement, sous-titré donc Héros de l'Apocalypse, et l'on comprend mieux pourquoi avec ce que vous venez de nous dire. Patrick Girard, Christophe Colomb, le voyageur de l'infini, c'est aux éditions numéro 1 et c'est présenté sous une forme romanesque extrêmement allante. Inventeur ou imposteur aux éditions de l'Express, c'est une traduction d'un ouvrage de Deal et Donnelly. Pourquoi Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, nous disent-ils, et autres histoires vraies. Entre nous soit dit, je trouve que les autres histoires sont peut-être d'ailleurs, en l'occurrence, les plus intéressantes.